monde a une expérience en fait avec le text mining, vous l'avez tous. Je vais parler juste de la mienne assez rapidement. J'ai commencé le text mining en 2003 pour une première publication en 2004 sur l'analyse des controverses. Et je me suis rendu compte que ma pratique s'étendait en fait sur deux axes. Le premier, c'est que j'étais assez boulimique en nombre de controverses. Donc j'ai travaillé sur la disparition des abeilles, mais aussi sur la construction d'une usine de click lyrics dans l'ouest de la France, sur la réception du tsunami. Donc voilà, donc j'avais un rapport boulémique à toutes ces controverses. Et dans un autre côté, donc c'est extensif on va dire, d'un autre côté, j'avais une volonté d'analyse intensive. C'est-à-dire que la controverse sur les abeilles, je l'ai travaillée pendant à peu près 10 ans. D'accord? Donc j'ai multiplié les cas et il y a certains cas que je voulais vraiment travailler en profondeur. Je me suis retrouvé face à des difficultés, c'est la pérennité du travail, de l'analyse du data text mining en fait dans le temps et la cumulativité. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses opérations que je réalisais manuellement qui étaient extrêmement ponctuelles. Et donc j'ai commencé, d'ailleurs dans le cadre d'un doctorat de sociologie, donc j'étais pas du tout développeur et je suis devenu par la force des choses. Donc j'ai commencé en Perl, après j'ai fait du Bash, du Ruby, puis du Python pour la nouvelle version et enfin en Haskell PureScript pour la dernière version. Pourquoi ? Pour mettre en place des fondations dans la durée. Donc ce que vous allez voir, c'est une infrastructure, un système, on va pas dire d'exploitation, parce que j'aime pas ce terme, un système d'organisation centré autour de la cartographie des connaissances. Et donc Gargantex, c'est vraiment un environnement de travail pour tous. Donc j'ai bien vu que dans toutes les personnes qui sont inscrites, c'est pour la plupart des personnes, elles sont débutantes. Mais c'est pour tous, donc on peut rentrer, on peut cliquer, travailler ces cartes, mais on peut aussi, si on développe dans plusieurs langages, l'idée c'est de vraiment pouvoir connecter aux API. C'est une infrastructure pour le logiciel libre. Vous allez voir qu'en fait, on a une première coquille, c'est-à-dire qui est une coquille qui enveloppe des microservices de logiciels libres. Donc là, par exemple, vous pouvez reconnaître un Ethercalc. Ici, vous pouvez reconnaître un HackMD. Donc, c'est des solutions de collaboration interactive qui nous permettent de construire de la connaissance ensemble, de manière collaborative, et de faire des graphes à partir de toutes ces données que nous construisons ensemble. Et je vais vous montrer comment. D'accord ? Et enfin, la cartographie des connaissances avec un S est en son cœur. Donc là, par exemple, typiquement, vous avez accès à cette solution logicielle, vous pouvez l'éditer. J'ai fait une faute, voilà. Les connaissances en son cœur, je rajoute le S, je recharge et vous pouvez très bien faire une carte Gargantex sur l'ensemble de vos diapositives, l'ensemble de vos dossiers Excel, enfin que vous mettrez dans cette infrastructure. Les objectifs de la formation, c'est mettre en place une certification pour la promo ANF 2021. Donc on en parlera plutôt en conclusion, comment c'est possible de faire une certification de votre présence à cette formation à partir d'un résultat commun. Et ensuite, l'objectif, c'est d'apprendre à manier la nouvelle interface avec ce que vous avez sur la gauche, en fait, un arbre, il y a le terme scientifique, donc c'est un arbre polymorphique, purement fonctionnel, statiquement typé, ergonomie objet. Et il y a le terme plus simple, plus grand public, qui est l'arbre magique et la forêt magique. Et on va voir comment il fonctionne. Donc l'arbre magique, là vous avez un arbre et je peux me connecter par exemple au bunker. Donc j'ai une instance en local. Voilà. Donc j'ai une instance en local qui est là. Vous voyez que j'ai des dossiers privés. J'ai mes talks, une analyse sur le biphénol et les phtalates. Et là c'est l'instance de formation. Donc c'est à chaque fois le même arbre et vous le retrouverez sur toutes les instances. Donc toutes les instances, c'est toutes celles qu'il y a là, ici, et d'autres. Donc sur chacune des instances, vous avez tout le temps la même organisation de base. C'est-à-dire que vous avez votre
login utilisateur, qui est important pour pouvoir créer des équipes et vous inviter. Ensuite, vous avez un dossier privé, juste pour vous, d'accord, et sur le serveur. Donc, si vraiment vous avez des données sensibles, il vaut mieux vous connecter au serveur en local, d'où la notion de bunker et en localhost ici. Mais je peux aussi me connecter à d'autres instances, par exemple Complex System ou l'instance de démo. Voilà, je peux me connecter à l'instance de démo. Voilà. Voilà. Donc c'est pareil, l'instance de démo, je suis ici sur démo, là je suis en local et là je suis sur l'instance formation. Donc j'ai plusieurs arbres et on construit une forêt. La structure de ces arbres est la même. D'accord ? Donc c'est bien que en fait, vous pouvez télécharger votre client dans votre navigateur web, qui est un exécutable JavaScript, et à partir de là, vous avez un protocole qui vous permet de vous connecter à différents serveurs. Donc on a bien la notion de protocole GARG-S. Donc on n'est plus sur du HTTPS ou du HTTP, on est sur un protocole qui va permettre de communiquer entre les instances. À partir de là, est-ce que vous avez des questions ? Si vous vous connectez via un ordinateur dans une bibliothèque ou un ordinateur qui n'est pas le vôtre, vous pouvez vous déconnecter, mais n'oubliez pas d'effacer les données locales. D'accord ? Donc là, je me déconnecte de la première instance et de la seconde pour revenir à la formation. Sur cet arbre, en fait, qui a été construit et développé uniquement, enfin principalement pour ce projet, c'est la structure même. Voilà, c'est la structure même d'organisation de la connaissance collaborative de manière asynchrone et synchrone, on verra pourquoi. Et l'objectif, c'est évidemment de faire des corpus. Donc là, on voit, donc là, j'ai fait un petit corpus. Oh là. Un petit corpus sur masque et Covid, c'est pas facile. Et l'idée, c'est bien sûr avoir ce type de graphe. Alors par contre, on voit pas du tout. Voilà, donc en fait, ce type de graphe est obtenu en 1 ou 2 clics. Alors, absolument rien à faire. Et normalement, il y a la recherche qui devrait être réalisable. Voilà, bon, ok. Donc, vous ne voyez pas très bien, et normalement, il y a des contrôleurs qui devraient arriver en haut, mais que je ne vois pas du tout. Et là, il y a une erreur d'affichage. Est-ce que tu as des problèmes de résolution avec ouais. Le projecteur ? Donc, normalement, si vous cliquez, ah bah, c'est dommage pour la démonstration, parce que, bon, alors je reviens là, donc vous avez vos documents. D'accord, que vous pouvez taguer de manière collaborative, que vous pouvez voir. D'accord, et vous pouvez identifier les termes et les rajouter à votre liste. La liste de termes, alors décidément, l'affichage c'est pas facile. La liste de termes qui est ici, et c'est les termes en vert que vous voyez dans votre graphe. Donc en fait, la cartographie des connaissances est au cœur de ce système, de cet environnement de travail. Donc vous apportez, soit vous importez des données en construisant un corpus. Donc là, je suis dans mon dossier privé. J'ai créé tout à l'heure un corpus, vous voyez. Je vais rajouter soit des fichiers en format CSV depuis vers grand texte, ou sinon, je peux lancer une requête directement ici en cliquant sur la loupe, enfin la recherche. Je lance ici ma requête PubMed, et c'est exactement ce que j'ai fait. Je fais Covid. D'ailleurs, je vais faire la démonstration sur l'instance démo, comme ça. Voilà, tac, sur démo. Comme ça, on ne va pas surcharger le serveur pour la formation. Donc, dans mon dossier privé sur démo, je me crée un petit corpus Covid, un masque. Je vais rechercher directement dans PubMed
Covid and mask. Donc soit vous recherchez dans Gargantext, soit vous recherchez dans les bases de données, donc là PubMed, mais vous pourriez aussi rechercher dans HAL, Istex et Istex Advanced. Alors c'est l'instance Istex qu'on a ici. Pour le moment, il y a juste, malheureusement, pour la formation, il y a juste PubMed qui fonctionne. D'accord ? Mais les autres connexions vont arriver, donc on revient à PubMed. Et là, un détail qui est la cumulativité, la question de la cumulativité des listes, et on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Et là, je lance la recherche, et vous avez un indicateur de progression de... Donc là, qu'est-ce qui se passe pendant que Gargantext, en fait, vous avez le disque qui va se remplir progressivement. Bon. Voilà. Et donc, vous allez obtenir ce que vous voyez là, enfin, ce que vous ne voyez pas, ici. Ah. Décidément. Donc là, vous avez une petite icône document, une petite icône liste, une petite icône dashboard et une petite icône graphe. D'accord ? Et donc là, normalement, je vous montre le TextFlow, l'ensemble des étapes qui sont réalisées à partir de la requête qui vient d'être lancée. Oui ? Ouais. Alors vous voyez là, la progression, elle est là. Donc je clique, alors je rezoome. Ici. Alors, si vous pouvez éviter de tout lancer sur l'instance de formation maintenant, juste après la formation, sinon ça va. Alors, dans n'importe quel dossier, même dans ce partagé, vous créez un nœud, d'accord, corpus. C'est pour ça qu'on dit c'est ergonomie objet. Donc en fait, vous allez créer, on va dire, sur la petite fleur qui est de votre dossier parent, vous voyez une petite fleur, on va créer un fruit, on va rajouter un fruit, le fruit de type corpus, dossier, annuaire, write pour écrire ou calque pour calque. Donc là, non, pas un annuaire, un corpus, name. Voilà, mon corpus, il est là. Et là, ce fruit-là a comme propriété méthode, pour ceux qui font la programmation objet, de pouvoir recevoir des fichiers CSV, de pouvoir rechercher et de se connecter à des bases de données que nous allons rajouter progressivement. D'accord ? Et nous pouvons télécharger le dossier et lui-même aussi on peut rajouter des documents, la liste, le graphe, un dashboard et d'autres, et Philo que va nous présenter Quentin tout à l'heure. Et vous avez d'autres fonctionnalités. Bon, ça c'est pour déplacer un fruit au sein d'un même arbre, donc un nœud, et ça c'est pour faire un corpus à partir de vos notes collaboratives et aussi de vos calques. Alors bien sûr, tout n'est pas complètement finalisé. Là je vous montre l'ensemble pour que vous ayez une perspective, et je vous dis exactement ce qui fonctionne. Donc là actuellement, c'est l'import de CSV et la recherche connectée à PubMed. Et nous allons, dans le mois qui arrive, faire toutes les autres connexions. Istex basique, WOS fonctionne déjà, mais pour en local, donc après il y a les questions d'infrastructure et réseau. On intègre aussi le zip pour pouvoir zipper et mettre beaucoup plus de données, etc. etc. Est-ce que vous avez d'autres questions? La recherche directement dans Istex que vous avez fait juste avant. Ouais. Alors là, vous mettez votre requête ici. Donc hier, c'était Beethoven. Voilà. Non. Voilà. Donc là, vous choisissez vos API. D'accord. Et là, il y a Istex basique. On va commencer par Istex basique, qui n'est pas encore connecté. Enfin, je crois qu'il y a un petit bug. Voilà. Et c'est Istex Advanced. Et dans Istex Advanced, en fait, là, vous cliquez sur Rechercher et vous pouvez raffiner. L'idée, c'est que vous puissiez utiliser cette interface, vous raffinez. Et alors là, c'est pas facile parce que tac. Vous allez en bas et vous lancez la recherche et c'est comme PubMed. Voilà. Donc, mais on consolide, en fait, on optimise
Actuellement, l'ensemble des couches, et notamment on a passé beaucoup de temps sur celle-ci, décidément. Voilà, donc là vous avez par exemple l'éthique des algorithmes, un autre corpus sur l'éthique des algorithmes. Voilà, pour pouvoir avoir le graphique extrêmement rapidement, pour avoir les documents très rapidement. Enfin voilà, là on rentre dans une. C'est plus uniquement un logiciel scientifique à usage scientifique, c'est aussi avec une qualité industrielle que l'on recherche et des développeurs seniors professionnels. Que je remercie, une équipe formidable, qui est internationale en fait. Voilà. Et donc là, vous pouvez identifier et repérer les articles. Donc là, dans PubMed, il vaut mieux les trier pour avoir les derniers articles, pour avoir des résumés. Tac. Voilà. Allez. Ça rame. Je relance. Voilà. Et donc, lorsque vous lancez votre requête, donc je récapitule, que ce soit dans votre dossier privé ou partagé, dans votre équipe, vous cliquez sur la fleur qui permet de choisir le type du fruit que vous voulez. Si le fruit est un corpus, au corpus vous pouvez lancer une requête ou mettre des fichiers qui vont télécharger, et là il y a tout un text flow qui va s'opérer, qui va se mettre en place. Le text flow est matérialisé par l'ensemble des enfants d'un corpus. Donc là, vous ne voyez pas bien, mais si vous êtes connecté, donc vous avez des documents, une liste, un dashboard, un graphe et demain, une philo. Ce qui se passe, c'est que déjà, la première étape de document, c'est on télécharge tous les documents, et plutôt les métadonnées. On les met en base. Là, ensuite, on repère les expressions et les groupes nominaux, les concepts, ceux qui sont surlignés automatiquement. C'est-à-dire que là, par exemple, surface électromyographie, je peux le rajouter dans ma carte et je synchronise. Pattern recognition, voilà, je le rajoute. Donc je peux, et ça c'est une grande particularité, c'est très important, c'est d'avoir une approche qu'on a aussi à l'Institut des systèmes complexes, c'est d'avoir une approche multiniveau. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être au niveau du document, identifier le résumé, sélectionner, même souligner, on va dire, qu'est-ce qu'on pourrait, voilà, correlation, ça m'intéresse, je le rajoute. D'accord ? Je lis le document de manière qualitative au niveau le plus local, je sélectionne les termes, je les rajoute à ma liste, je synchronise, et là, normalement, si je mets à jour mon graphe, eh bien, je devrais voir ce terme. Là, je ne peux pas parce qu'il y a une petite icône sur la droite, mais je le vois normalement dans ma liste. Là, je peux refermer. Voilà, décidément, c'est pas facile. Ah. Voilà, donc là, j'ai ma liste. Donc là, il y a à peu près 2000 documents sur l'éthique des algorithmes qui ont été téléchargés. Voilà, et là j'ai ma liste de termes. Donc vous voyez qu'il y a à peu près 278 termes qui ont été faits. La carte n'est pas du tout travaillée. Hein, pour obtenir ce type de carte, elle n'est pas travaillée. C'est-à-dire que là aujourd'hui, j'ai cette carte-là. Ah non, je cliquais sur. Si je reviens sur éthique des algorithmes. Voilà. L'éthique des algorithmes, il y a pas mal d'articles qui traitent de l'éthique de l'usage de l'intelligence artificielle dans un contexte médical. Et l'idée, c'est qu'on pourrait se dire, ah bah tiens, dans cette carte, il y a insuffisamment voit pas, mais normalement, il y a un champ recherche, vous devriez pouvoir accéder. Et on se dit, ah bah tiens, l'éthique des algorithmes, qu'en est-il de l'usage de l'intelligence artificielle pour la conduite autonome des voitures? Elle n'est pas dans la carte. À ce moment-là, je retourne dans les documents. Et là, je cherche car. Voilà. Je vais ouvrir
et je vais rajouter véhicule autonome et légale implication, etc. Oui, l'éthique des robots. Donc vraiment, l'idée, c'est, il n'y a pas, j'arrive, l'idée c'est la carte, en quelques clics vous l'avez, mais c'est un point de départ. Ce n'est pas le point d'arrivée. Et la moulinette, en fait, l'idée c'est que vous puissiez avoir la main sur chacune des étapes du TextFlow. Oui ? Comment est-ce qu'on affiche la carte? La carte, alors là je ferme, la carte, vous avez votre corpus ici, vous cliquez sur l'icône pour déplier les enfants de votre corpus éthique des algorithmes, dans Corpora en fait. Dans Corpora, vous avez deux corpus, Covid et masque, éthique des algorithmes. Et en enfant de l'éthique des algorithmes, vous avez les documents, la liste, le dashboard, le graphe, vous cliquez sur le graphe et normalement vous l'avez. C'est bon ? Alors vous pouvez bidouiller, hein, bien sûr vous pouvez le faire. Maintenant, enfin on va laisser un peu de temps à la bidouille, sauf que le temps passe vite et j'aimerais vous présenter l'ensemble du TextFlow, en fait toutes les opérations qui sont faites en détail au fur et à mesure lorsque vous créez, en fait, vous rajoutez des documents, soit en CSV, soit vous connectez en API Istex ou Puppet. Je rappelle, Istex n'est pas encore connecté, vous le voyez juste dans l'interface, ça devra arriver dans les mois qui arrivent. Oui. Si on supprime les documents, est-ce qu'on a l'historique ou est-ce qu'on a... Oui, alors aujourd'hui, on a juste les documents. Vous allez là, vous les avez dans Trash. Voilà, donc vous pouvez. Voilà, donc si jamais vous le supprimez, vous ne le supprimez pas réellement, vous le retrouvez dans Trash. D'accord ? Et vous pouvez le détracher en disant ah bah non, il est bien en fait. Voilà. Et oui, l'idée c'est que justement tout soit versionné. Pour ceux qui connaissent Git, et des utilisateurs de Git ou de versionnement de Git, eh bien en fait c'est un système de patch inspiré de Git qui est derrière. Donc là il est assez simplifié, il est assez basique, mais ce qui est important c'est d'avoir on revient à la liste de termes, et là on va voir comment améliorer une carte. Donc là, par exemple, si j'enlève le terme, je le démappe en fait, il ne sera plus dans la carte. D'accord ? Je le rajoute dans la carte. Je le stoppe. Alors, quelle est l'implication ? Il y a 3 statuts qui sont importants. Map, ça veut dire qu'il sera dans votre graphe, dans la visualisation, si et seulement si il est réellement présent. C'est-à-dire qu'il a un nombre de co-occurrences suffisamment significatif. On va voir tout à l'heure comment on construit le graphe. Le candidat, ça peut être un terme intéressant. Donc là, vous travaillez en équipe, en fait, en équipe d'experts. Et le terme, quand vous le mettez en rouge, bon, par exemple, celui-là, je le veux, mais paper, qui est vraiment dans la terminologie scientifique, papier, dans ce papier, on écrit, je ne le veux pas. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous le mettez en stop word, eh bien, vous le mettez dans votre propre historique de stop word. C'est-à-dire que toutes les listes sont cumulatives. Donc au fur et à mesure de votre expérience sur une instance donnée, eh bien, si vous créez un autre corpus à l'identique, vous allez voir que vos listes vont s'améliorer au fur et à mesure. Et vont s'améliorer pour plusieurs choses. La première chose, c'est que tout est versionné. Donc effectivement, lorsque vous mettez tel mot en stop, eh bien, il vous sera reproposé comme stop. Ou sinon, après, vous pouvez, c'était une demande des chercheurs qui ont un usage plutôt avancé, de pouvoir contrôler l'héritage des listes. D'accord ? Mais par défaut, pour les utilisateurs, on va dire débutants, vous avez un héritage assez simple de votre travail. Donc pour qu'il y ait une cumulativité, c'est-à-dire que si jamais vous refaites plusieurs corpus, on peut imaginer vous faites un corpus de presse et un corpus d'articles scientifiques, eh bien, on peut imaginer que vous vouliez en fait récupérer tout le travail que vous avez fait sur les listes, parce que c'est extrêmement long, même si, en fait, ici, vous pouvez rechercher des termes. Donc là, on est sur, par exemple, car. Vous pouvez rechercher, donc c'est healthcare, mais rechercher dans les candidats.
Serial Loading Card, donc là je le rajoute. D'accord? Et n'oubliez pas de synchroniser pour que en fait toutes vos modifications soient vraiment actualisées sur le serveur en distance. Donc lorsque vous avez lancé, donc je récapitule encore une fois, vous vous connectez, vous avez votre login, nom d'utilisateur, dossier privé, vous créez votre corpus, le corpus, vous rajoutez les documents, il y a un text flow qui est proposé par défaut grâce à des techniques d'intelligence artificielle, et là vous vous retrouvez avec un certain nombre de nœuds dans votre graphe. La première étape, c'est de vraiment vérifier que tous les mots verts en fait correspondent à ce que vous souhaitez, par exemple les études ou résultats. Là, c'est vraiment des mots assez creux, vous pouvez les enlever très rapidement, parce que dans votre graphe, vous allez les retrouver, en fait, ça va être des ponts, ça va être, ils vont extrêmement connectés à l'intérieur de votre graphe, ils vont même trop connecter votre graphe. Donc là, il y a déjà une étape de raffinement de votre graphe à partir des maps termes. Ensuite, vous sélectionnez les candidats. Je conseille de sélectionner les candidats et en particulier les multi-mots. Et là, c'est très rapide. Vous pouvez passer en sélectionner 50 et vous pouvez très rapidement rajouter les termes qui vous intéressent. D'accord? De cette manière. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré document par document la vue locale. Là, on est à une vue plutôt méso. Donc on travaille sur les termes localement, on surligne, on ajoute, on change les statuts. Là, on est dans le tableau des termes, donc on a une vue plutôt méso, et on travaille de la même manière, enfin plus rapidement, enfin on peut sélectionner à la volée de nombreux termes. Et ce que je n'ai pas montré, donc là c'est sur les 3 statuts, candidat, map, stop ou candidat. Vous avez un filtre monotherme ou multiterme. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Et on synchronise. D'accord? Ensuite, il y a une autre étape qui est faite automatiquement. Vous le voyez là. Vous voyez qu'il y a des termes qui sont regroupés. Il y a un parent et un enfant. C'est fait automatiquement par la configuration de base. Le regroupement est fait à partir du lemme. D'accord? Est-ce que le stem ou le lemme, c'est clair pour tout le monde? Non. Alors, on va dire, le stem, c'est on va couper à la racine, au radical en fait, du terme. Donc, un verbe conjugué, on va retrouver la racine, le radical. Le lemme, on va essayer de trouver l'infinitif. Le lemme apporte un petit peu plus d'intelligence, on va dire grammaticale, que le stem qui est vraiment trop strict. Et donc ça nous permet de faire des regroupements un peu plus intelligents. Bon là c'est pour le pluriel. Et dans les multitermes. Voilà, clinical trial, ethical issues, et qui sont assez propres par défaut. D'accord? Mais là, vous allez pouvoir avoir des experts qui vont faire des regroupements non triviaux. Pas à partir de détection automatique, on va dire pour simplifier des racines communes des mots. Parce que le lemme, il y a une notion de grammaire, en fait, une grammaire de phrase. Là, par exemple, on va faire algorithme. Voilà. Voilà, donc on peut imaginer que des experts se disent, je prends un exemple de base, assez simple, mais on pourrait imaginer des molécules, on peut imaginer des termes beaucoup plus précis. Vous avez des experts qui se disent, ah bah tiens, là, algorithme ou différents algorithmes, c'est la même chose. Ou Health Administrative Data Algorithm. Est-ce que ça devrait être comptabilisé comme un algorithme? Là, vous commencez à avoir une discussion d'experts. Mais si jamais vous voulez regrouper, vous avez un petit stylo, vous pouvez cliquer ici et rajouter. D'accord?
Donc là, j'ai ajouté différents algorithmes en enfants d'algorithmes. Je pourrais le faire aussi en enfant d'un enfant d'algorithme. D'accord? Ce qui vous permet de là, à partir de là, de contrôler non seulement votre vocabulaire contrôlé, mais aussi avoir une sorte de meilleure relation, une meilleure hiérarchie, et on espère à terme de pouvoir labelliser les relations. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. N'oubliez pas de synchroniser. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir faire des calculs de co-occurrence à différents niveaux. Là, on est sur les termes, donc on est vraiment sur l'expertise du domaine, mais ça peut être aussi le cas pour les auteurs. Bon, là, c'est pas vraiment... donc on peut se dire, par exemple, bon, bah là, l'extracteur doit être amélioré, hein, parce que je l'ai fait. Hein. Ouais, je vais plutôt prendre PubMed, je crois que l'extraction des auteurs est mieux. Voilà, moi, typiquement, ça, je le mets en stop, je synchronise. Et on a nos auteurs principaux qui apparaissent. Et donc, supposons, on veuille créer une team, d'accord? Donc, on fait la team CNRS. La team CNRS n'existe pas, donc je la rajoute, d'accord? Je synchronise. Et donc, la team CNRS, pour le moment, elle n'apparaît pas dans le camembert. Et donc là, la team CNRS, je lui rajoute des auteurs. Allez, on est vraiment trop fort. Je synchronise. Et voilà, la team CNRS est première publiante sur le Covid et masques. OK? Donc, ça veut dire que vous pouvez créer des labels. Vous pouvez dire s'il y a un changement de nom. Bien sûr, il y aura des connecteurs, c'est-à-dire qu'il y aura la désambiguation, il va y avoir des petites moulinettes derrière dans différents types de langages, R, Python, Haskell, qui vont vous aider, donc qui vont pouvoir automatiser l'ensemble de ces tâches, mais déjà, vous pouvez le faire manuellement. Pourquoi on doit le faire manuellement? Parce que pour nous, ça crée de la donnée, on enrichit la donnée. Et ça, vous le faites pour vous, mais aussi après, derrière, vous allez avoir la possibilité de créer des fruits pour l'apprentissage et pour des algorithmes donnés et de faire l'apprentissage sur votre propre enrichissement. Donc là, c'est pareil pour les instituts. Donc là, un StreamMap. Et vous faites les regroupements. Bon, là, c'est un peu long à charger. Je suis en Wi-Fi et il y a du monde, mais normalement, ça devrait arriver. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Oui. Quand on ajoute des membres à la team, ça leur donne accès, c'est ça, aux données? Ah non, pas encore. Très bonne suggestion, mais non, pas encore. Donc là, il était apparu. Non, c'est juste de la synonymie, en fait. C'est-à-dire que vous faites la team CNRS qui va apparaître dans votre graphe, qui va apparaître dans votre dashboard, dans toutes vos visualisations, dans votre philomémie. Dans toutes les visualisations que vous allez pouvoir utiliser, vous allez avoir Team CNRS qui va arriver. Elle sera le résultat de l'ensemble des publications des enfants que vous avez mis. D'accord? Si quelqu'un change de nom ou s'il y a des fautes d'orthographe dans les noms, voilà, vous pouvez les regrouper manuellement. Et donc pour les termes, les auteurs, les instituts et évidemment les sources. +1, voilà. Donc on pourrait faire revue académique, enfin revue de rang A, B et C, et puis faire les regroupements. Et ces regroupements-là, vous en héritez, c'est-à-dire que vous les avez fait une fois, vous faites un nouveau corpus, vous en héritez pour la suite. Donc c'est bien cumulatif dans le temps. Je vous montre rapidement le dashboard. Le dashboard qui est là. Voilà, donc là j'ai fait un dashboard basique, mais je peux montrer ce que j'ai fait pour les auteurs. Voilà, la team CNRS, elle est dans votre dashboard.
Vous pouvez rajouter soit des graphiques, soit des termes et évidemment éditer tout ça donc, pour faire vos analyses. D'accord ? C'est-à-dire que vous travaillez vos données manuellement, même automatiquement, et vous allez avoir tous vos graphiques, toutes vos visualisations qui vont être mises à jour automatiquement. Donc ça devrait être un gain de productivité et faciliter l'accès à l'ensemble de ces technologies. En sachant que derrière, vous avez pratiquement toutes les méthodes d'intelligence artificielle qui existent. Voilà, il y a du SVM, il y a du deep learning, il y a du bayésien à chacune des étapes. Mais en gros, les étapes de manipulation, elles viennent d'être présentées. Voilà. On a fait un corpus, on l'a construit et on a appris à l'améliorer. D'accord ? Juste pour terminer, on avait la vue locale, on avait la vue méso, mais on a la vue globale aussi avec le graphe ou la philomémie. Et donc on sort le graphe, on sélectionne les nœuds. Donc là on a la vue globale. Voilà, désolé de... Tac. Normalement, il y a un panel, alors ça vous devriez le voir sur votre propre interface, là j'y arrive pas à accéder, normalement vous avez en haut la possibilité de contrôler, de supprimer en fait, enfin de cacher l'arbre sur la gauche, pour vos visualisations ça peut aider, de faire apparaître une boîte à outils en haut, qui vous permet de spatialiser, rechercher, faire plusieurs sélections. Et lorsque vous sélectionnez les termes, normalement sur la droite, là vous avez un panel à droite qui vous permet d'identifier les articles les plus pertinents à partir des nœuds que vous avez sélectionnés. Et ensuite retourner au document. Donc vous avez la vue locale, la vue méso et la vue globale. Et maintenant, on va au TextFlow. À moins que vous vouliez faire une pause ou vous avez des questions. Il est 10h. 6, ça fait 3. Oui. Les graphes, les dashboards, ils apparaissent automatiquement. Ouais. Ouais. Des docs et listes, Ah, vous l'avez créé vous avez créé un document, un corpus? C'est que l'analyse n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, alors je vous présente ça maintenant. C'est qu'en fait, les nœuds, voilà, Gargantex, c'est quoi? Vous prenez du texte et vous avez une visualisation. D'accord? Ça peut être les visualisations les plus basiques, c'est le dashboard, enfin c'est les charts, ce qu'on appelle les charts, histogrammes, scatter, il y a quoi? Il y en a beaucoup. Ensuite, vous avez le graphe et la troisième génération qui sont les philomémies. On va dire les graphes dynamiques dans le temps et Quentin va vous présenter ça. Et donc en fait, c'est que de garder l'utilisateur au centre de la boucle. C'est-à-dire que vous avez l'intelligence artificielle, le machine learning, qui parfois sont des boîtes noires, mais l'idée c'est que vous puissiez avoir le contrôle sur chacune des étapes. Et donc chacune des étapes, elles sont là. Vous avez ici un premier travail sur les documents, ensuite un travail sur les mots, et ensuite un travail sur les visualisations. Lorsque vous créez un corpus et que vous faites une analyse, vous avez un premier nœud qui apparaît, c'est celui de gauche, c'est le nœud doc. Donc ce que je vais vous montrer, c'est tout l'ensemble des fonctions et des sous-fonctions qui travaillent sur les documents. Ensuite, vous avez l'autre nœud qui va construire vos listes, travailler sur les mots. Et enfin, vous avez les visualisations qui vont être produites automatiquement. Donc si vous lancez un corpus, vous allez voir d'abord un nœud document, un nœud liste, et à la fin, vous allez voir les nœuds dashboard et les nœuds graphes lorsque justement la liste des mots est construite. Et normalement, vous recevez un mail à la fin lorsque l'analyse est terminée. Donc on plonge dans la fonction, oui. Excusez-moi, juste sur le format des sources du corpus, des données, est-ce que ça prend en charge le PDF? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. On consolide
les formats de base. Donc vous avez un format CSV à suivre lorsque vous tapez sur documentation, CSV, Gargantext, c'est le même format que la documentation officielle de Gargantext. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de difficultés à la construction d'un fichier CSV parce qu'il faut avoir soit Excel, soit LibreOffice et puis exporter et faire attention à la virgule, à la tabulation et c'est un peu compliqué. Donc l'idée c'est d'utiliser le calque, de faire un copier dans le calque et d'importer directement dans le calque. On y travaille actuellement, ça devra arriver je pense pour nous dans les 15 jours et pour en production, aller compter janvier plutôt pour être sûr qu'on ait fait tous les tests. Donc il y a une étape de construction par le CSV et aujourd'hui le PDF, vous êtes obligé d'utiliser des moulinettes du type PDF to text ou autre. Je crois qu'il y a Grobid aussi qui extrait très bien les articles, qui utilise du CRF, je crois, du Conditional Random Field, qui est une généralisation des chaînes markoviennes pour identifier en fait les champs dans les PDF pour les articles scientifiques. Si ce ne sont pas des articles scientifiques, il vaut mieux utiliser PDF to text, on extrait le texte et puis on rajoute les champs qu'il faut, le titre, les auteurs si vous allez les trouver. Mais Grobid fait ça vraiment bien et d'ailleurs on a intégré un serveur Grobid pour les PDF mais on ne l'a pas mis encore en production. Donc en janvier on pourra... Sur le CSV, pour faciliter l'import de CSV via calque en fait, parce que notre objectif c'est vraiment de s'adresser aux utilisateurs débutants en premier et aller vers aussi faciliter l'accès pour les utilisateurs avancés. Parce qu'on crée des fruits corpus, mais on peut aussi créer un fruit notebook. J'ai déjà fait, on l'utilise par ailleurs, mais pas en production. Donc notebook Python, notebook R, notebook voilà, Haskell. Mais donc en janvier, ce sera pour le CSV calque et pour le PDF, ça arrivera, mais on essaie de tout consolider avant. Parce que là, il y a déjà beaucoup de fonctionnalités. L'idée, c'est vraiment que vous ayez une vue globale de l'ergonomie de l'infrastructure et de la manière dont on collabore pour qu'ensuite on rajoute chacune des fonctionnalités. Mais qui sont prévues, en fait. Il y a eu un premier jet, une preuve de concept entre guillemets qui a été faite, mais de la preuve de concept à la solution logicielle industrielle, il y a pas mal de chemin. On y va? Donc on plonge, alors attention, j'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer, on plonge dans le premier jeu de fonctions. Donc en fait, vous avez, il faut voir, c'est une approche purement fonctionnelle. Hein. Vous avez une fonction de texte vers la visualisation et là vous avez l'utilisateur qui doit avoir la main en fait sur chacune des étapes. Là ici vous avez, j'ai dit, les fruits documents, les fruits listes et les fruits de visualisation, graphes, philo, chart, dashboard. Et à chaque fois vous avez un utilisateur, ça peut être vous mais ça, vous pouvez travailler en équipe. On se rend compte qu'en équipe il y a une forme de spécialisation. C'est-à-dire que là, les utilisateurs qui sont en général ici, ce sont plutôt des documentalistes, des experts en base de données, des experts en construction de requêtes. Voilà. Aussi des informaticiens qui vont nettoyer les données, qui vont les préparer. Ici, ce sont plutôt les experts du domaine. C'est-à-dire que vous travaillez avec des naturalistes, avec des biologistes, des chimistes, des historiens. Et là, l'idée, c'est comment on va faire, quels mots, quels termes on va mettre dans notre graphe. Donc vous allez travailler sur les nœuds de graphe et comment on va regrouper. Parce que derrière un nœud, vous pouvez avoir plusieurs synonymes. Donc là, il y a des questions épistémologiques qui dépendent des experts du domaine. Enfin, vous avez les visualisations. Donc là, il y a d'autres compétences qui rentrent en jeu, mais on essaie de faire l'ensemble de la chaîne pour les utilisateurs. Et on plonge dedans. Donc là, c'est la première étape, c'est ce qu'on est en train de faire pour la finalisation, c'est les connecteurs aux API. Donc, on a identifié un certain nombre d'API, HAL, Istex, PubMed et d'autres, Archive, qui vont être connectés. On va privilégier en premier la science ouverte. Donc là, vous avez des requêtes et on va faire une première étape de nettoyage, d'uniformisation. Donc hier, vous aviez une présentation hier après-midi sur les formats, sur les caractères, l'encodage des textes. Donc
encodage Unicode. Donc déjà, on nettoie sur le plan informatique l'ensemble des données, on les uniformise et on va essayer d'extraire, parce qu'on travaille principalement sur les métadonnées, les titres, les abstracts, et en particulier, vous voyez que la date est en rouge. La date est extrêmement importante pour l'organisation du corpus de l'histogramme et pour préparer ce qu'on appelle la philomémie, qui est le graphe temporel, pour faire simple. Quentin dira mieux que moi, mais il faut vraiment avoir la notion de temps dans le corpus. On peut mimer, si vous voulez vraiment travailler sur un corpus, un livre, mettons, eh bien à ce moment-là, on est obligé d'utiliser des dates fictives, l'année 0, mois 1 et jour 1, pour conserver l'organisation temporelle en fait, et narrative de votre livre, ce qui est possible aussi. Donc à la limite, il faudrait changer de date, le terme date. Et l'abstract, qui est important pour l'extraction des termes. Il n'y a pas de lieu, mais on pourrait le rajouter. Ouais, effectivement. Même là, il y a institut maintenant. Donc à la limite, à la place d'institut, on peut mettre lieu, on peut travailler. À partir du CSV, il est assez fréquent de mettre de changer un petit peu les colonnes en fait. Et pour le moment, on a vraiment un squelette de base qui est celui-ci, il faudrait rajouter institut. Et l'idée, c'est qu'on puisse à l'avenir, un peu comme dans une base de données, déclarer le type des colonnes. On travaille là-dessus. Ensuite, vous avez une détection de la langue. En sachant qu'on a une solution qui est à 80% réalisée, qui est on ne connaît pas la langue. Mais bon, le workflow, le text flow de base aujourd'hui, c'est on essaie de détecter une langue. Donc on suppose une langue constituée qui peut être détectée. Donc là, c'est exactement ce qu'a dit M. Bello hier. C'était la détection, on travaille sur les séquences de caractères qui sont spécifiques à chacune des langues et de manière bayésienne. Eh bien, naïf, on détecte la langue. Dans l'interface Gargantexte, il est désactivé actuellement, mais il est possible, à partir du moment où vous faites du trash, en fait, quand vous mettez à la corbeille, d'apprendre sur la corbeille et de vous faire des suggestions à partir de ce que vous avez mis sur la corbeille. Donc ça devra arriver courant de l'année prochaine, à partir du même principe. Ce qui permet de faciliter l'uniformisation du corpus. Mettons, vous faites une requête dans une base de données, il y a un homonyme, et donc vous vous retrouvez avec de l'italien, de l'espagnol, mettons Covid, et de l'anglais, et vous êtes intéressé uniquement par les articles espagnols. Enfin, pour le moment, on n'a pas encore l'extracteur espagnol, mais on va dire je suis intéressé uniquement par l'anglais. Vous mettez à la poubelle les articles espagnols, français, italien, et il va automatiquement détecter que vous n'êtes pas intéressé par ces langues et se concentrer sur l'anglais. La détection de la langue est importante pour l'opération qui apparaît après, puisqu'en fait, vous avez vu qu'il y a un surlignage automatique des termes qui est réalisé pour se concentrer sur les groupes nominaux et sur les concepts. C'est le paramétrage par défaut, mais on pourrait très bien se concentrer sur les verbes, sur des compléments circonstanciels précis et d'autres formes grammaticales. On travaille par exemple avec l'équipe de Francis Chateaurenaud sur l'étude des controverses pour étudier la balistique. Et donc là, des formes argumentatives assez précises qui correspondent à leur épistémologie. Et donc là, on a vraiment une épistémologie concentrée sur les groupes et les concepts de mots pour faire de l'état de l'art en fait issu de bases de données scientifiques. Et donc on va repérer, étant donné la langue, on va repérer les groupes nominaux, non communs, adjectifs, donc à partir d'une opération de post-tagging. Ici, carréliser et extraire les noms communs. Donc aujourd'hui, on est sur l'anglais et on travaille avec Mazillard Panilly aussi pour l'intégration de nouvelles langues. Il en a à peu près 42 dans son multivac et l'idée, c'est de pouvoir assez rapidement rajouter toutes les langues possibles. Je ne sais pas s'il est là. Et donc on commence à une nouvelle collaboration là-dessus. Ensuite, on a une étape qui est de conservation des adjectifs et noms communs, et enfin on indexe le n-gramme avec son contexte d'apparition.
C'est très important, c'est qu'on va modéliser les contextes d'apparition. Parce qu'on est vraiment dans la perspective de sac de mots. Donc on va perdre en fait les linéarités de l'ordre de séquence et d'apparition des termes au sein du contexte. Alceste parle d'unité de contexte élémentaire. Là, aujourd'hui, notre unité de contexte élémentaire, c'est le document, mais vous pouvez le retravailler à partir de votre CSV. Donc, on a une extraction de termes qui est faite. Les termes sont reliés avec leur contexte d'apparition. Et donc là, on a beaucoup de termes, puisqu'à la fin, on veut vous proposer un graphe et demain une philo, par défaut. Et assez rapidement, avec l'héritage de tout votre travail cumulé. Donc il y a un certain nombre de termes que vous avez déjà tagués en tant que stop dans votre historique de liste. Aujourd'hui, vous êtes vierge en fait si vous faites un nouveau corpus parce que vos listes, mais au fur et à mesure, normalement, vous allez voir que vos listes stop vont s'enrichir et vous allez avoir un certain nombre de termes qui vont être détectés comme stop. Et donc il nous reste que des candidats. Ensuite, on va les regrouper. On va les regrouper par la lématisation, j'en ai parlé. Et là, l'idée, c'est qu'on a des candidats. C'est-à-dire qu'on a tous les mots identifiés, tous les mots, on va dire, du texte. On identifie les groupes nominaux. Parfois, il y a des erreurs. Donc là, on enlève les stops. Là, on n'a que des candidats. Et parmi tous ces candidats, il va falloir sélectionner les termes les plus spécifiques qui vous intéressent, on l'espère, dans votre graphe par défaut, pour minimiser en fait le retravail derrière. Donc là, on a un certain nombre de scores qui, on va dire, on va essayer de chercher de calculer la spécificité de vos termes étant donné un corpus moyen dans l'ensemble de Gargantex. C'est pour ça que les instances sont apprenantes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on va avoir de nombreux partenaires avec l'ISC. On va faire des instituts de systèmes complexes et on va faire des instances par institution. Ce qui permettra pour chacune des institutions de créer et d'enrichir ces données et donc d'avoir, à partir de l'apprentissage de ses propres données, de pouvoir valoriser son enrichissement à partir de ses experts et de ses équipes de travail. Donc vous pouvez avoir des graphes et des résultats différents à corpus identique en fonction de l'apprentissage qui a été fait sur une instance qui est apprenante. D'où toutes ces instances qui sont créées. Oui. Il n'y a pas de classification sémantique, enfin, il n'y a pas de classe. Qu'est-ce que vous appelez classification? Est-ce que la liste des concepts retenus, ou stop, on peut les rentrer dans des classes sémantiques, des thématiques? Si, alors ça on peut le faire manuellement dans l'interface de la liste des termes. Vous pouvez rajouter vos classes et vous rajoutez en enfant de vos classes les termes. Exactement comme la team CNRS que je vous ai montré tout à l'heure. Et en plus vous l'héritez pour les corpus à venir. Vous en héritez. Donc là l'idée c'est vraiment de calculer quelle est la spécificité de ce corpus étant donné l'ensemble des textes que vous avez mis sur une instance. Et là, on va avoir une liste principale, une map list, et on valide dans la liste des termes. Vous validez encore une fois, soit localement, soit au niveau méso, soit au niveau global, parce que vous ne pouvez pas le voir à cause de la définition, mais vous pouvez sélectionner les termes dans le graphe. Dans le panneau de droite, vous pouvez le mettre en candidat ou en stop. D'accord? Donc vous avez différents niveaux de validation. Niveau multi-échelle, comme on est à l'Institut des systèmes complexes. Donc là, à partir de là, vous avez votre nœud liste qui est apparu. Et là, on va construire la visualisation. Donc des termes qui apparaissent qu'une seule fois, on appelle ça des APAX. Ils ne nous intéressent pas. Enfin, ils peuvent vous intéresser. Je sais qu'il y a des recherches qui sont faites sur les APAX. Mais nous, on va dire, pour le moment, on les met de côté. Et voilà, pour le graphe. Après, aussi dans votre table, vous allez pouvoir ordonner par nombre d'occurrences. Dans la liste, dans la table, dans le nœud liste, vous avez le nombre d'occurrences, donc le nombre de documents où apparaissent chacun des termes. Et bien sûr, lorsque vous les regroupez, ça fait la somme des termes, des documents. Et on va travailler sur les co-occurrences. Donc la co-occurrence, c'est la coprésence des termes à l'intérieur d'un même contexte, donc du même contexte élémentaire. Là, on va dire que ce sont les métadonnées d'un document. Ensuite, on calcule une distance.
Donc là, vous avez, on va dire, une matrice carrée. Vous avez votre liste. Vous avez liste de map termes, donc tous les termes verts que vous avez sélectionnés en ordonnée. Et en abscisse, vous avez la même liste. Donc vous avez une matrice avec le nombre de fois où les termes apparaissent ensemble dans les mêmes contextes de termes. Donc la matrice, elle est symétrique et positive, ce qui lui permet certaines propriétés. Et à partir de là, on va essayer de se dire, de calculer des distances entre les termes. Les deux. Distance, ce n'est pas vraiment un terme, parce que c'est asymétrique. On va dire des mesures de similarité. Il y en a deux. Il y en a une, ce qu'on appelle d'ordre 1, et une autre qui est d'ordre 2. L'ordre 1, c'est permet de se savoir si elle est souvent avec les mêmes voisins. D'accord? Et l'ordre 2, on va comparer les voisins. Ok? Donc l'ordre 1, on appelle le terme technique dans la version précédente, c'est la mesure de similarité conditionnelle. C'est quelle est la probabilité d'avoir X sachant Y? Quelle est la probabilité d'avoir tabac sachant cancer? Elle n'est pas symétrique. Enfin, oui, parce que ce n'est pas la même chose qu'avoir cancer sachant tabac. D'accord? Donc on peut se dire, tiens, une autre, tiens, aspirine, mal de tête, ça apparaît souvent ensemble. Okay? On peut avoir un symptôme, une maladie qui apparaît souvent ensemble. Ordre 1. L'ordre 2, on va travailler sur le profil des voisins. Donc c'est un niveau d'abstraction, on va un peu plus loin. Mais l'intérêt, c'est de se dire, tiens, des mêmes molécules peuvent avoir les mêmes effets, sans forcément être ensemble. D'accord? Donc l'ordre 1 va vraiment travailler sur la proximité des termes dans des contextes. L'ordre 2 permet d'inférer sur la proximité des voisins et des relations des termes aux autres. On peut voir ça un peu comme des lentilles, si on utilise l'analogie focale du télescope. Voilà. Il y a deux types de lentilles. Mince, le terme ne vient même plus. Donc là, on a pareil, deux types de distance, de mesures de similarité pour travailler en fonction de vos questions et ce que vous voulez montrer. Donc l'ordre 2 peut être utile, par exemple, et je le répète, c'est se dire, tiens, pour traiter le mal de tête, il peut y avoir deux molécules différentes, même si les molécules n'apparaissent pas ensemble. Par contre, il y a une autre approche qui permet de représenter les termes qui apparaissent souvent ensemble. Ensuite, on normalise, on nettoie un petit peu la matrice, on supprime tout ce qui est en dessous de certains seuils, ou pas. Et là, à partir de là, on va commencer à clusteriser. Clusteriser, c'est, vous voyez les couleurs dans le graphe, vous avez les nœuds, qui sont les mots. En fait, vous avez des groupes, des amas de nœuds qui ont la même couleur. Et vous avez un nombre limité de couleurs, qui est en général moins de 10. On va dire 4, 5. Eh bien, c'est ce qu'on appelle clusteriser. On va essayer de regrouper, d'identifier les termes qui sont similaires, étant donné la distance que vous avez choisie. Les méthodes de clustering, c'est un champ de travail énorme. Celui qu'on a beaucoup utilisé dans les versions Gargantex précédentes utilise la modularité, et en particulier la méthode de clustering Louvain. La modularité permet d'optimiser en fait le nombre de liens intra-cluster comparé à la probabilité d'avoir un lien avec les autres nœuds dans un graphe. C'est très bien, ça fonctionne bien, sauf que pour nous, il y avait quand même pas mal de difficultés. C'est que parfois les clusters étaient un peu gros, on ne travaille pas sur la taille, et il y avait aussi des problèmes sur des nœuds indécis, des nœuds entre clusters. Parce que là, on a un graphe qui est partitionné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un nœud au sein de plusieurs clusters. À partir de ce travail de recherche avec Bruno Gaume et Alp Montegouri pour l'implémentation, on va sortir un nouveau papier avec notre propre algorithme de clustering que je ne peux pas détailler aujourd'hui parce qu'on ne l'a pas encore publié. Et il fonctionne bien, il commence à déjà être intégré, et comme on est à GPL, il va falloir publier le code.
mais on a notre propre algorithme de clustering dans Gargantext, et on arrive avec la preuve que vis-à-vis de l'état de l'art, on a beaucoup plus de finesse, et ça permet vraiment de faciliter l'interprétation du graphe. En sachant qu'on a aussi d'autres innovations dans le graphe, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir toujours la même vision, la même représentation du graphe. C'est-à-dire que le graphe, contrairement à l'analyse factorielle de correspondance, les axes n'ont pas de sens. Vous pouvez avoir une rotation. Et la rotation peut être perturbante à la lecture du graphe. Et donc on essaie de stabiliser tout ça pour avoir une connaissance, on va dire, tangible. Tangible pour qu'on puisse s'appuyer dessus, revenir, friser. Vous avez un screenshot, je ne peux pas le montrer là, mais vous pouvez en haut à droite, vous avez la boîte à outils, screenshot, vous stabilisez le graphe. Et à partir de là, vous êtes sûr d'avoir le même objet dans toutes vos représentations. Et enfin, parce qu'en fait, vous avez la spatialisation, on utilise un principe physique qui est Force Atlas. Merci à l'équipe de GEFI, hein, qui a l'initiative de cette représentation-là. Donc, c'est, vous imaginez les nœuds comme des billes qui glissent sur un support, un plan. Et vous avez des élastiques ou des ressorts entre chacune des billes. Vous relâchez, vous positionnez l'ensemble des billes dans un cercle, vous relâchez toutes les billes et elles se positionnent et optimisent leur positionnement relatif à partir d'un mécanisme de répulsion des nœuds entre eux et d'attraction avec les liens. Et vous avez la représentation que vous voyez lorsque ça se spatialise, mais on peut faire un screenshot et lorsque vous avez stabilisé votre graphe, vous n'avez plus cette spatialisation qui apparaît. C'est vraiment un effet wow qui est vraiment intéressant. On peut aussi rechercher des termes et montrer comment ils apparaissent et comment ils se bougent dans l'ensemble du graphe. Et vous avez votre vise. Voilà. Et là, vous avez l'ensemble des étapes et c'est là que justement on peut faire une petite pause peut-être et on a une autre type de visualisation qui est la philomémie, qui est la nouvelle fonctionnalité qui va arriver. Ouais. On va faire une pause. Je vous ai pas endormi, c'est bon? Voilà. Et à la fin, vous revenez toujours avec l'utilisateur dans la boucle. Oui? Comment est-ce que vous analysez la distance qu'il y a entre les nœuds? Est-ce que ça fait partie de vos analyses? Comment vous analysez la distance entre les nœuds? Dans la visualisation finale ou dans la construction du graphe? Dans la construction du graphe, je sais. Plutôt la visualisation finale, parce qu'on voit différentes cartes avec des distances plus ou moins grandes entre les thématiques. Est-ce que ça fait partie de vos analyses? En fait, alors normalement, elle est le résultat. Elle est le résultat de tout le travail amont de préparation du graphe. Donc, le choix de la distance, ordre 1, ordre 2. Donc là, aujourd'hui, on travaille sur l'ordre 1 pour simplifier conditionnel. Et ensuite, il y a une petite opération, je pourrais en parler ultérieurement, qui est ce qu'on appelle la bridgeness. C'est-à-dire que le graphe, on a nos clusters, donc nos communautés, et on enlève de manière proportionnelle un certain nombre de liens pour faciliter la spatialisation. Donc la spatialisation, on va dire qu'elle est artificielle pour faciliter la visualisation. Sinon, on verrait une grosse boule informe. Ce qui arrive souvent en fait. Donc l'astuce, j'en ai pas mentionné, mais c'est vrai que c'est vraiment un petit nettoyage à la visualisation, pour préparer la visualisation. Quentin Lobé, je suis chercheur ici à l'Institut des systèmes complexes et grosso modo, moi je fais de la généalogie des connaissances. Et je travaille sur un objet scientifique qu'on appelle ici la philomémie. La philomémie, c'est ce type de représentation que vous pouvez voir derrière moi. C'est un réseau d'héritage temporel d'éléments de savoir, construit à partir d'un corpus de documents, ici un corpus de publications qui parle de la science des systèmes complexes. Derrière cette représentation, il y a 15 000 publications qui ont été extraites de la base de données scientifique Web of Science et analysées via Gargantext. Et l'idée pour nous est de comprendre à quel moment émergent
une idée, un concept, un terme nouveau en science, essayer de saisir si l'émergence de ce nouveau terme est en fait le fruit de l'association de 2 autres idées, 2 autres concepts, ou 3 autres, j'en sais rien, qui étaient déjà là avant, antérieurement, dans le paysage scientifique, et si cette nouvelle idée a donné naissance à un domaine entier, ou si elle s'est perdurée dans le temps, si elle s'est mise à décroître à un moment donné. Donc essayer de comprendre toutes ces notions d'évolution et de dynamique des connaissances. Donc je vais revenir un petit peu plus en détail sur cette visualisation au cours de la présentation, et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on arrive à construire ça avec Gargantext, sachant que pour l'instant c'est encore un travail qui est un petit peu artisanal, on va dire, et que à partir de l'année prochaine, tout ça sera intégré à Gargantext, ce sera partie prenante du logiciel. Donc on va revenir en détail sur comment est-ce qu'on peut lire cette visualisation, mais d'abord je vais vous parler de la méthode de reconstruction par philomémie. Alors vous m'excuserez, je réutilise des slides d'une autre conférence, on va faire du recyclage. Donc ici on est à l'Institut des systèmes complexes. Ce qui nous intéresse, c'est la manière avec laquelle des interactions entre des entités à échelle locale font émerger des comportements, des formes, des organisations, des structures à échelle globale. Là c'est un exemple qui avait été fait sur de l'embryogénèse, donc pour savoir comment naît et évolue un embryon, une cellule comment est-ce que cet embryon ou cette cellule elle évolue, et on s'est dit est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose avec la science qui est un système vivant tout autant que ces embryons ou ces cellules. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir une représentation dans le temps, une représentation évolutive de la manière dont un domaine de recherche, ou en fait tout type de domaine qui est basé sur de la production de savoir, ça peut être un ensemble de corpus de poésie, ça peut être des tweets sur Internet, ça peut être des journaux, j'en sais rien, mais là on va parler de la science, donc de l'évolution du savoir scientifique, parce que c'est ce que je connais moi en tant que scientifique, donc c'est ce sur quoi je peux avoir une expertise pour valider ou non les représentations et les reconstructions. Donc l'idée c'était de savoir si on peut voir l'évolution d'un domaine de recherche précis. Pour aboutir à ce genre de visualisation, donc on va rentrer après un peu plus dans le détail, mais là ici vous avez la visualisation des 6000 publications les plus citées, pour lesquelles au moins un des auteurs ou des co-auteurs de ces publications sont membres du CNRS. Donc comme ça, vous pouvez voir un petit peu, et on va voir après en détail, quels sont en fait les grands domaines de publication du CNRS qui ont bien marché, pour lesquels il y a eu beaucoup de citations. Si on part du principe que les citations sont des bons moyens de voir qu'un papier est un bon papier ou pas. Alors, grosso modo, comment est-ce qu'on raisonne, quel est notre fil de pensée pour reconstruire comme ça l'évolution d'un champ de domaine? On va d'abord partir de la définition de ce domaine ou de cet objet. Donc ça se fait en 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle O, donc on va définir l'objet ou le phénomène naturel que l'on a envie de reconstruire, dont on a envie de reconstruire l'évolution. Ensuite, on va utiliser une méthode au croisement des maths, de l'informatique, de la statistique, une méthode de reconstruction pour reconstruire l'ensemble des processus évolutifs qui sont constituants de ce phénomène. Et ensuite, une fois qu'on a reconstruit ce phénomène sous la forme d'un objet mathématique qui est stocké dans un ordinateur, on va essayer de le visualiser, de le projeter dans un univers graphique afin de pouvoir et d'un, l'explorer pour mieux le comprendre, et de deux, sortir une jolie visualisation pour pouvoir communiquer dessus. Donc il y a plusieurs phases, soit on est dans de l'exploration, on va fouiller, on va affiner progressivement notre connaissance sur le corpus ou sur le domaine, et après, une fois qu'on a bien défini ce qu'on voyait, on va sortir une autre visualisation plus travaillée pour pouvoir publier dessus. Donc on va commencer par, je vais vous présenter ce qui se passe dans R, donc dans la reconstruction. Comment est-ce qu'on reconstruit en fait ces dynamiques des savoirs. Ça se passe en 4 étapes. Donc on va commencer avec la constitution d'un corpus de documents.
Donc notre corpus de documents, ça peut être, mettons, un corpus de publication qui va parler de la science des systèmes complexes, mettons, la première philomémie que je vous ai présentée. Ensuite, on va définir un ensemble de périodes, c'est-à-dire les différents paliers temporels à travers lesquels notre philomémie, notre domaine va évoluer. Donc, par exemple, pour la science, si on travaille sur l'évolution d'un domaine scientifique, on va avoir tendance à définir des périodes de 3 à 5 ans, qui est l'année moyenne d'une thèse, donc qui est a priori la période moyenne pour qu'une nouvelle idée émerge en science. Mais si on travaille sur l'évolution d'opinions qui sont dites sur Internet, dans des tweets ou dans des... mettons sur des tweets, on va peut-être avoir envie d'avoir une granularité beaucoup plus fine que l'année, parce que sinon on ne verra rien. Donc on va descendre à la journée, ou on va descendre à la minute, voire à la seconde. Enfin, on peut avoir différentes échelles de granularité temporelle. Donc on définit nos différentes périodes. Là, ici, notre corpus est divisé en 3 périodes, T1, T2, T3. Et on va, grâce à Gargantext, le corpus est envoyé dans Gargantext, et Gargantext va faire ce que Alexandre nous a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va extraire le vocabulaire que le logiciel pense être important. Il va extraire donc des mots-clés utilisés soit dans les titres, soit dans les abstracts, donc dans les résumés des publications scientifiques qui constituent notre corpus. Et nous, à travers Gargantext, on va faire tout ce travail sur la liste qu'Alexandre vous a présentée aussi, qui est soit de valider les extractions automatiques de mots qui ont été faits par Gargantext, soit de les enrichir, parce que nous, on a une expertise que le logiciel n'a pas, parce qu'on sait qu'en fait, 2 termes peuvent être rapprochés ensemble, parce que c'est qu'un terme doit être enlevé de cette liste, parce qu'en fait, il y a un terme qui n'est pas là, et on va le rajouter. Donc, on va avoir cette étape d'indexation. On va extraire l'ensemble des petits termes, les petits R1, R2, R3, là, qui sont sortis de notre corpus, à l'intérieur de chacune des périodes de temps. Étape numéro 2, dans chacune de ces périodes de temps, on va définir des réseaux de similarité. En fait, c'est des réseaux de co-occurrence. C'est le fait que 2 termes sont utilisés ensemble dans une ou plusieurs publications. Donc, grâce à ça, on va construire les petits réseaux que vous voyez à l'étape numéro 2. C'est-à-dire que si 2 termes sont utilisés dans la même publication, on va tracer un trait entre les deux. Si, au contraire, ils sont utilisés qu'au sein d'une seule et même publication, ils ne vont pas être reliés aux termes des autres publications. Donc, une fois qu'on a notre réseau de co-occurrence à l'intérieur de chacune des périodes temporelles, on va détecter des communautés de mots fréquemment utilisés ensemble. Donc ça, c'est l'étape numéro 3, c'est-à-dire que notre réseau de co-occurrence, on va venir dire, par exemple, si je regarde la période T2, on va venir dire, grâce à des algorithmes de détection de communautés, donc ça, c'est des frequent item sets, c'est un petit peu compliqué, sinon des détections de clics, c'est-à-dire des détections d'éléments au sein d'un graphe où tous les éléments sont liés entre eux, par exemple. On va définir, par exemple, qu'on va avoir pour la période T2, l'ensemble de mots représentés par le groupe C2 sont un ensemble de mots qui sont utilisés fréquemment ensemble. L'ensemble de mots utilisés, représentés par le groupe C3 sont un ensemble de mots fréquemment utilisés ensemble. D'un point de vue du vocabulaire que j'utilise, ces groupes de mots, on peut soit dire des clusters, si on prend plutôt un vocabulaire informatique, mathématique. Moi j'ai plutôt tendance à dire des groupes, mais si là on parle de la reconstruction d'un domaine scientifique, on peut dire que ces groupes de mots peuvent représenter des champs de recherche. Un champ de recherche étant l'utilisation de plusieurs mots ensemble à un instant donné, en tout cas au sein d'une même période. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir, là, avec notre petit schéma, on va avoir 5 groupes de mots, C1, C2, C3, C4, C5, et ensuite, on va avoir une dernière étape, qui est une étape très importante, c'est l'étape qui va nous permettre de trouver les parents les plus probables d'un groupe de mots ou ses enfants les plus probables, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle du matching intertemporel. Donc, on va voyager d'une période du temps à l'autre, et par exemple, on va essayer de trouver si C1 a des enfants dans la période T2. Et pour ça, on va utiliser une mesure de similarité que je présenterai après, qui va comparer en fait
les mots qui se trouvent à l'intérieur du groupe C1 avec les mots qui se trouvent à l'intérieur du groupe C2 ou les mots à l'intérieur du groupe C3. Si cette mesure de similarité est satisfaite, on va venir tracer un lien de filiation entre ces deux groupes. Donc on le fait en descendant pour trouver tous les enfants de tous les groupes de chacune des périodes, et on le refait en montant pour trouver tous les parents de tous les groupes de chacune des périodes. Ce qui fait qu'à la fin, on va avoir cette représentation temporelle de notre corpus, et encore un petit moment de terminologie, on va appeler branche, ici branche de connaissances, un ensemble de groupes qui sont reliés ensemble dans le temps. C'est-à-dire que dans un corpus de 15 000 documents, par exemple, on va avoir des branches qui vont représenter un sous-domaine, mais qui ne vont pas forcément être liées à d'autres groupes de mots, donc d'autres publications, mais qui sont peut-être, elles, reliées entre elles à l'intérieur d'une autre branche. Donc, ce qui fait comme ça, on va avoir l'évolution de plusieurs sous-domaines de sciences. Voilà. Un petit peu de maths, mais on va passer très vite. C'est juste pour dire que la manière dont on compare des groupes de mots entre eux, donc des champs de connaissances entre eux, on utilise un index de Jacquard, qui est une mesure de similarité assez classique, mais qu'on va un petit peu tuner pour, par exemple, prendre en compte différents comportements propres à chacun des mots utilisés dans les publications. Est-ce qu'on a envie de relier ensemble des groupes de mots qui utilisent des mots très spécifiques ou des mots très génériques? Ça, c'est des choix qu'on fait à l'analyse, à la reconstruction en fonction de notre question de recherche. Comme le disait Alexandre tout à l'heure, en fait, le chercheur ou la chercheuse est très importante dans la constitution de la visualisation. C'est-à-dire que deux personnes vont peut-être sortir deux visualisations qui seront un petit peu différentes, ou en tout cas qui ne vont pas totalement représenter les mêmes choses, parce que la question de recherche va être différente, parce qu'on va soit avoir envie de faire une reconstruction très précise, soit avoir envie de faire une reconstruction plus générique. Bon, ça, je vais passer un petit peu là-dessus. Juste pour vous dire que la philomémie, donc la représentation que la visualisation que je vous ai montrée au début de la présentation, on peut définir une notion de qualité dessus. Et pareil, cette notion de qualité, elle permet de définir si nous, en tant que chercheurs ou chercheuses, on a envie d'avoir une représentation qui va être soit très précise, soit au contraire plus généraliste. C'est ce qu'on entend par qualité ici. Ce qui fait qu'à la fin, par exemple, là on a une seule et même philomémie, mais qui est reconstruite pour trois niveaux d'observation différents, donc pour trois mesures de qualité différentes. À droite, avec ici c'est le paramètre lambda qui nous permet de définir cette notion de niveau d'observation, on va avoir une sorte de gros continent de savoir où tous les groupes qui ont été extraits des publications sont reliés ensemble, mais si on a envie d'avoir une représentation de plus en plus précise de la manière dont évoluent les savoirs à l'intérieur de mon corpus de documents, on va diminuer en fait notre niveau d'observation, et on va avoir des représentations avec des branches de plus en plus fines, de plus en plus spécialisées. Mais on va aussi perdre un petit peu des documents, enfin des groupes au fur et à mesure. Donc voilà, tout ça c'est une question qui se pose, enfin c'est un paramétrage qui se fait en fonction de vos questions de recherche. Et ça, une fois que ce sera intégré à Gargantext, il y aura un paramétrage par défaut, et ensuite on pourra revenir sur cette représentation si vous voulez avoir justement quelque chose de plus générique ou quelque chose de plus spécifique. Voilà, ça c'est juste pour expliquer qu'en fait, toutes ces représentations-là, elles existent mathématiquement dans un environnement à très haute dimension, et toutes ces représentations sont empilées les unes entre les autres, puisqu'en fait, elles sont juste différentes manières de voir et de reconstruire un même objet, un même phénomène naturel. Et après, tout le travail de la visualisation, ça va être de sélectionner quel est le bon niveau, d'observation qu'on a envie d'afficher. La manière dont ça se lie à Gargantext, tout ça, donc c'est ce que je vous disais, on part d'un corpus de documents, une configuration du coup, qui nous permet de définir la granularité temporelle, la granularité d'observation de notre philomémie, différentes valeurs. On envoie tout ça dans Gargantext. Gargantext nous donne une liste de termes. Et ensuite, Gargantext va nous sortir un fichier qui
contient notre philomémie. Et là, à l'heure actuelle, il faut qu'on utilise une interface indépendante de Gargantext qui s'appelle le Memiscape, qui permet de visualiser les philomémies. Memiscape qui est en train d'être intégré à Gargantext en ce moment même, Alexandre, si je ne dis pas de bêtises. Donc très bientôt, dans Gargantext, en dessous de votre nœud graphe, vous aurez un nœud philo, et la philo sera générée automatiquement en parallèle de votre graphe dès que vous lui ferez manger un corpus à Gargantext. Et maintenant, je vais vous montrer des exemples de philomémie. Donc, ça, c'est la philomémie, c'est la philomémie qui représente les 6000 papiers les plus cités pour lesquels au moins un des auteurs ou co-auteurs est membre du CNRS selon la base de données Web of Science. Donc ça va être plutôt des choses, des papiers techniques, des papiers de biologie, des papiers de physique, ce genre de choses. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de sciences humaines et sociales à l'intérieur de Web of Science ou qu'il y ait beaucoup de littérature ou de lettres, par exemple. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que notre interface, elle va d'abord, elle se lit de haut en bas. Donc vous avez une timeline là ici sur le côté. Ça part de 1975, c'est écrit en petit, excusez-moi, jusque là c'était 2015. Donc elle commence un petit peu à dater cette représentation. Et on a ici l'interface va nous afficher. Plus un terme est gros, plus un terme, ça veut dire que ce terme est important dans l'ensemble de notre philomémie. Le terme, il est positionné à l'endroit où il apparaît dans le temps et dans l'espace à l'intérieur de notre représentation. Et du coup, ça nous permet déjà un petit peu de voir que plutôt sur la droite, on va être plutôt du côté de la biologie, des neurosciences et ce genre de choses. Et là-bas, sur la gauche, alors c'est tout écrit en brouillon. Tout est mis ensemble, mais ça va être les recherches du CERN ici qui sont mises de ce côté-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir différentes branches. Là ici, je passe la souris au-dessus de cette branche-là, qui est la branche cellules et protéines, qui est représentée par l'ensemble de ces groupes, donc l'ensemble des publications derrière. Ici, sur le côté, vous avez l'ensemble des termes qui sont utilisés dans cette branche de connaissances particulière. Ici, vous avez une autre branche. Et par exemple, si je clique sur ce terme-là, vous verrez l'ensemble des groupes de mots qui utilisent le terme protéine. Donc, grâce à ça, on peut suivre l'évolution en fait, de l'utilisation d'un terme au sein d'un corpus de documents dans le temps et la manière dont ce terme se propage d'une branche de connaissances à une autre. Et ici, sur la droite, vous avez l'ensemble des mots avec lesquels ce terme est utilisé. Donc, l'idée, c'est ensuite de zoomer et d'aller fouiller à l'intérieur des groupes de termes, et vous avez du coup l'ensemble des termes qui ont été extraits par Gargantext. On peut cliquer dessus pour voir comment est-ce qu'ils sont utilisés et voir un petit peu quelle est l'évolution de notre champ de recherche. Donc là, effectivement, pour cette philomémie, ici, on a les neurosciences en haut, on a la biologie sur la droite. On doit voir, je crois, la question de la biomasse des carbones, de l'utilisation du carbone dans les océans, ce genre de choses, la manière dont les océans stockent ou non le carbone, ici au début des années 2000. Et puis après, là ici, entre les années 2010 et 2015, l'ensemble des publications qui sont liées aux recherches du CERN avec les collisions de particules et ce genre de choses. Donc voilà, la philomémie est un outil qui peut être déjà, là dans le cadre de celle-ci, assez intéressant pour comprendre le paysage scientifique d'une institution, qui permet de faire du pilotage ou de comprendre quels sont les champs de recherche qui fonctionnent bien en ce moment. Maintenant, si mettons je suis un doctorant qui veut commencer à faire une thèse sur un domaine en particulier, la philomémie peut nous permettre de faire de manière assez rapide un état de l'art. Donc là, ici vous avez une philomémie de 13 000 papiers qui parlent
analyse du texte, visualisation des connaissances. Donc pareil, philomémie construite par Gargantext. Ce qu'on voit, c'est que ce grand domaine de recherche a commencé par la question de la citation-analysis dans les années 60-70. Ensuite, c'est devenu la biométrie, ça s'est transformé pour devenir la biométrie dans les années 70-80. Après, le web est arrivé, il y a eu la notion de recherche d'information, et ensuite, comme assez régulièrement, au début des années 2000-2005, avec la multiplication du nombre de données auxquelles on pouvait accéder, on a vu se multiplier tout un tas de sous-champs de recherche, soit parce c'était des champs de recherche appliqués à certains autres domaines de recherche, soit parce que de nouvelles techniques ont été créées. Je crois qu'on a la détection de topics, le topic modeling qui se trouve quelque part ici de mémoire. Et nous, avec Gargantext, on se trouve là. On est ici, je dois avoir le co-word analysis quelque part. Voilà. Alexandre vous a dit que nous, on faisait du co-word analysis, c'est-à-dire qu'on se basait sur la manière dont deux mots étaient utilisés ensemble à l'intérieur d'un même document. En fait, le co-word analysis en tant que sous-domaine de recherche, c'est un domaine de recherche qui a été créé dans les années 80 par des sociologues, notamment. Et donc, on voit bien qu'il y a des publications qui parlent de co-word analysis dans les années 80. Ensuite, ça n'a plus beaucoup été utilisé. Et après, ça a été réactivé à partir des années 2010. Et donc, nous, on s'inscrit là-dedans. Donc c'est assez intéressant, ça nous permet par exemple de nous positionner scientifiquement en disant, dans l'ensemble de ce paysage scientifique, nous, notre approche, elle s'inscrit dans l'héritage, ou en tout cas dans la continuité de cette branche-là, mais nous savons très bien qu'il y a d'autres types d'autres domaines qui évoluent en même temps. Et je vais vous donner un dernier exemple de philomémie. Donc maintenant, on va un petit peu quitter l'univers des publications scientifiques, mais enfin, on va rester un petit peu dedans. Je vais vous présenter un travail que je suis en train de faire avec des épidémiologistes de la PHP. On est en train de construire une philomémie sur l'ensemble des essais cliniques sur les vaccins Covid. Raté. Hop, voilà. Donc là, chacun des ronds représente un ou plusieurs essais cliniques. On a extrait ces essais cliniques lorsqu'on fait un nouvel essai clinique sur un vaccin, on a l'obligation d'aller l'enregistrer dans différentes bases de données. Donc en fait, il y a des descriptions de ces essais cliniques qui sont rassemblées, collectées par des épidémiologistes. Et nous, on a extrait donc, le vocabulaire utilisé dans ces descriptions. Ces descriptions, elles sont datées. Donc là, c'est une étude qui est faite à la semaine. La période de temps ici, c'est 3 semaines. Donc on va et le pas de temps, c'est 1 semaine. Et l'idée est de voir comment est-ce que les différentes grandes familles de vaccins ont été explorées tout au long de la pandémie pour arriver aux vaccins qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est une représentation qui est assez intéressante parce que là, on parle de 2000 descriptions d'essais cliniques et grâce à cette visualisation, on peut voir en fait le résumé un petit peu de la manière dont la science fonctionne en temps de pandémie, quelles sont les différentes branches qui ont été explorées. Donc, au début de la pandémie, on a essayé d'utiliser des vaccins, en tout cas de faire des tests sur des vaccins qui ne sont pas des vaccins spécialement dédiés au Covid, donc des vaccins déjà existants qu'on connaissait bien. Mais on se rend compte que cette branche-là, son utilisation faiblit au cours de l'année 2020 et qu'en 2021, il n'y a quasiment plus d'essais cliniques qui sont reliés à cette branche. En revanche, assez tôt dans la pandémie, vont être testés les vaccins à ARN modifiés. Hop, donc ça c'est plutôt la famille des Pfizer. Et en fait, on va tester, enfin c'est pas moi, c'est les chercheurs vont tester plusieurs. Je ne sais pas si c'est des molécules, ce n'est pas mon domaine de recherche, donc je ne sais pas ce que représentent ces BNT 162, mais on va dire ces différentes entités possibles constitutives de ce vaccin. Ils vont en tester plusieurs, et en fait, il y en a une qui fonctionne bien. Ce n'est pas celle-là, c'est certainement celle-là.
Voilà. Il y en a une qui fonctionne bien, et c'est celle-là qui va être réutilisée dans la suite, dans la suite de l'année pour construire le vaccin Pfizer, par exemple. Ici, sur la droite, on a tout ce qui concerne le Shadox 1, donc c'est le vaccin AstraZeneca. Là, ici, on a d'autres familles de vaccins. Et ce qu'on voit, c'est qu'au début de la pandémie, toutes ces familles de vaccins sont explorées indépendamment les unes des autres. Et au fur et à mesure, ces familles de vaccins, on va commencer à faire des tests qui vont les lier ensemble. Parce que, comme il y a 2 doses à faire par exemple, on veut essayer de comprendre ce qui se passe si on fait 2 doses de vaccins différents. Donc on va faire des tests là-dessus. Ensuite, on va essayer de comprendre ce qui se passe vis-à-vis de l'arrivée de nouveaux variants, comment est-ce que ces différents vaccins se comportent, qu'est-ce qui se passe si la question de la 3e dose et ce genre de choses. C'est pour ça que progressivement, en fait, ces grandes familles de vaccins sont groupées ensemble. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les philomémies? Si je reviens sur la philomémie du CNRS, qu'est-ce qu'on a en termes de fonctionnalité? Donc là, je vous ai dit qu'il y avait les branches. Ici, quand on sélectionne un terme en particulier, on sait dans combien de groupes ce terme est présent, dans combien de branches il est présent. Si on clique, une fois qu'on a sélectionné un terme, si on clique sur la petite flèche ici, on est renvoyé vers la page Wikipédia de ce terme, qui nous permet de comprendre de quoi il s'agit. Bon, là, c'est la cellule, donc c'est assez trivial. Et la vue ici en haut, la petite vue avec des lignes de niveau, c'est une vue un petit peu experte qui nous permet de savoir en fait quelles sont les notions de similarité entre les branches. C'est-à-dire que grosso modo, une branche, en fait un triangle ici représente une de nos branches de connaissances dans la visualisation du bas. Si un triangle est placé à gauche, a priori, il n'a pas grand-chose à voir avec une branche ou un triangle placé à droite. Donc en fait, il y a une notion d'ordre, ça j'ai oublié de le dire au début, il y a une notion d'ordre sur l'axe des abscisses, et qui se retrouve en fait, puisque là sur la gauche, on a plutôt des questions de physique de particules, et sur la droite, on a plutôt la biologie. Voilà. On peut chercher un terme aussi. Carbone. Et savoir où il se trouve. Voilà, il se trouve là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je crois que c'est tout pour moi. Donc ça arrivera dans Gargantexte l'an prochain, a priori. Pour l'instant, on peut en construire l'Institut des systèmes complexes, mais ça demande un petit peu de manutention pour arriver à sortir une philomémie. Mais on a stabilisé le processus, on a fait beaucoup d'optimisation, et maintenant, c'est de l'ordre d'une journée pour avoir une philomémie. Donc c'est plutôt chouette. Voilà.